fil de mes billets que je me place dans un spectre politique situé plus à gauche. Que ce soit dans mes engagements, mes votes, mes discours et souvent mes pensées. Et j'ai bien conscience que ma famille, voguant entre socialisme et communisme, mon passage par une fac littéraire et mon parcours de mec fauché m'a indiscutablement poussé dans cette revendication. Pourtant, si je n'ai pas de rancune à ce qu'on me place dans ce spectre, j'ai malgré tout du mal quand on me dit vous, les gens de gauche. Alors, cela peut paraître paradoxal, et pourtant il faut comprendre que les termes gauche et droite que l'on attribue en politique ne sont en fait que des facilités intellectuelles et des drapeaux brandis. Je veux pas dire par là qu'ils n'ont aucun sens, mais qu'ils sont des raccourcis flous qui conduisent à plus de discorde que de réflexion. Si je prenais le temps de questionner les gens qui écouteront ces billets sur la définition de la gauche ou de la droite en politique, j'aurais autant de réponses que d'interroger. Alors on se souvient de la définition de Macron devant une classe de gamins nous expliquant que la gauche c'est l'égalité, la droite c'est la liberté. Mais bon, on peut aussi dire que la gauche c'est des idéalistes, que la droite des réalistes, que l'un est gentil, l'autre méchant. Je pense aussi à Elisabeth Lévy qui nous explique que la droite c'est tout ce qui n'est pas de gauche. Phrase qui se tourne dans l'autre sens, c'est rigolo. Ou alors on peut parler de royalistes contre des républicains, des gens du peuple contre des bourgeois, des fachos contre des staliniens, etc. Alors, comprenez que je ne vais pas entrer dans ce jeu-là aujourd'hui, puisqu'il y aura autant de gens pour être d'accord avec moi que d'autres pour fustiger mes arguments. Non. Ce dont j'aimerais parler dans ce billet, c'est de la malhonnêteté, dont j'ai pu faire preuve moi-même, qui se résume à choisir un camp et à tomber dans ce qu'on appelle l'extrémisme. Parce que l'extrémisme, c'est pas seulement des communistes, des nazis et des islamistes radicaux. C'est un phénomène qui peut surgir de tous les mouvements politiques et sociaux. On peut trouver un extrême centriste, tout comme un communiste modéré. Le mot extrême que l'on place devant nos adversaires est certes un moyen facile de les décrédibiliser, mais perd tout son sens pour peu qu'on entre dans un exercice méconnu de nos politiciens, la nuance. Comme je le disais dans mon précédent billet, vous serez plus entendu en démontant votre adversaire qu'en développant des arguments. À force de prendre les débats politiques pour un ring, les gens se prennent au jeu et on cherche plus un vainqueur de clash qu'un programme applicable. Alors pour en revenir à ma phrase du jour, pour rappel, vous, les gens de gauche, si j'apprécie que très peu de l'entendre, c'est parce que j'ai rencontré autant d'enfoirés des deux côtés de la barrière. Il n'y a pas de camp du bien ou de la raison, il n'y a qu'une histoire politique dans laquelle s'entremêlent des évolutions apportées par des individus. Et comme nous ne sommes pas des encyclopédies vivantes, ni des machines à neutralité, le fruit de nos connaissances et de nos passions nous pousse à nous situer plus d'un côté que de l'autre. Pourtant, nous sommes pleins de paradoxes. On trouvera des communistes qui bouffent à McDo, des libéraux qui touchent des aides sociales, toute une série d'incohérences qui nous permettent de comprendre que la nuance est la meilleure manière de comprendre notre réalité politique. Bon, ce qui m'a conduit à écrire ce billet, c'est qu'entre mes déambulations sur la toile, je suis tombé sur un vidéaste, pour ceux que ça pourrait intéresser, chercher Barbare Civilisé sur YouTube, qui se revendique plus à droite et qui donc devrait être mon adversaire, si on suit la logique de la séparation dont je parle depuis le début. Mais bon, j'ai pris un plaisir dingue à entendre les arguments de ce gars, j'étais pas d'accord avec tout, mais pas plus qu'avec d'autres vidéastes de gauche auxquels je devrais pourtant adhérer un peu plus facilement. Donc quand on commence à me parler en me disant vous, les gens de gauche, j'ai envie de stopper immédiatement la conversation pour dire oh là, camarade, fais gaffe à la case dans laquelle tu me ranges parce que je risque d'avoir des membres qui dépassent. En fait, la gauche et la droite, c'est comme un club de sport pour un fan. On le choisit souvent parce qu'on est né dans la ville où il se situe ou parce qu'on a des proches qui nous ont poussé dedans. On cherche à justifier notre choix avec plein d'arguments logiques, mais il y a bien souvent plus de passion que de raison. On cite les grands moments, les grands joueurs, tout en prenant soin d'oublier les mauvaises périodes et les occasions manquées, et ça nous énerve si on est associé au camp d'en face. Et bien sûr, la comparaison s'arrête lorsqu'on se penche sur les conséquences de l'un ou l'autre. Perdre un match ne mettra pas tout un peuple dans la merde, alors qu'un mauvais choix politique, c'est lourd de conséquences. Mais bon, disons que je m'attache plus dans ce parallèle à ce qui nous anime, à la dimension un peu passionnelle qui se dégage de nos engagements. Et comme dans toutes les passions, il est souvent difficile de prendre assez de recul pour dénigrer notre camp, autant qu'il est difficile de reconnaître des qualités chez nos adversaires. Et je pense pourtant que nous gagnerions à essayer un peu plus de fair play. Vous savez, c'est une chose que des fans de sport arrivent à faire, mais qui est un peu rare en politique, alors que je le rappelle encore, les conséquences y sont beaucoup plus importantes. Et bon, là je vous vois venir avec Macron qui se revendique d'une fusion entre la droite et la gauche. Naïf que vous êtes d'y croire encore après des années de mandat, Macron est un libéral. On le placera donc plus à droite, notamment dans son obsession pour l'économie capitaliste et la Startup Nation. Et c'était déjà le cas pour François Hollande, pourtant c'est un candidat dans un parti attaché historiquement à la gauche. Donc voilà, il faut se dire que nos hommes politiques ne sont pas systématiquement en phase avec ce dont ils se revendiquent, car les discours, encore une fois, ne sont faits que pour convaincre et ne font pas office d'engagement. Mais dans tout ça, ce qui me dérange le plus à être mis dans le grand sac des gens de gauche, c'est le risque de nuire à la pertinence d'une conversation. De la même manière que j'aborderai différemment quelqu'un que l'on m'a présenté comme d'extrême droite, je comprends que lorsqu'on me présente comme un gaucho, certains partiront avec un a priori. Mais mon amour de la discussion me fait regretter cette approche et je préférerais considérer et être considéré sans appréhension. Bon, je vais prendre une anecdote personnelle pour vous proposer une alternative. Il y a quelques années, je me suis rendu à Chambéry, en Savoie, pour passer une semaine avec mon cousin. En fin de semaine, il a décidé d'organiser une soirée chez lui avec sa bande de potes que je connaissais très peu. Et parmi eux se trouvait un défenseur du Front National. Bon, très gentiment, mon cousin m'a demandé de ne pas aborder de sujet politique.
pour pas créer de débat trop houleux au cœur d'une soirée amusante. Et son ami, comme moi, nous avons accepté cette règle sans contester. Mais, patatras, en plein milieu de la soirée, alors que lui et moi discutions autour d'une cigarette sur le balcon, un grand couillon bourré a mis les pieds dans le plat et la discussion est partie. Alors, j'ai proposé à mon interlocuteur une règle. Pour comprendre ce qui nous sépare, essayons d'abord de voir ce qui nous réunit. Alors, au moindre désaccord, on change de sujet. Partant sur cette base bienveillante, à laquelle nous avons joyeusement adhéré, nos échanges ont été aussi pertinents qu'agréables. Je n'ai pas la naïveté de croire que cette méthode puisse s'appliquer dans tous les cas, mais je crois que nos débats politiques, médiatiques, deviendraient fascinants pour peu que nos politiciens l'essayent. Imaginez deux candidats respectueux l'un de l'autre, posant sur la table les problèmes et les différentes solutions, débattant sur le fond, l'applicabilité, la pertinence, l'urgence, tout en restant soucieux de parvenir tant bien que mal à une convergence, à un compromis. Et pour quelqu'un comme moi qui trouve la pratique de la politique si noble, je ne peux m'empêcher de fantasmer cette méthode comme un instrument de paix politique, comme une ouverture vers un peuple que l'on ne diviserait pas entre différents camps qui se rallient à un candidat, mais plutôt comme un tout, une somme d'individus réfléchissant à comment vivre au mieux ensemble. J'aime dire que l'humanité en est à son adolescence. Elle est très sensible aux affects, égocentrique, qui se regarde dans le miroir en voulant tout de suite. Un ado, c'est un peu quelqu'un qui se croit adulte, alors qu'il lui manque un peu d'expérience et que ses hormones explosives empêchent de se poser pour penser. Alors je propose qu'on passe à l'âge adulte, qu'on s'appuie sur ce qui est derrière nous pour inventer demain, avec un peu plus de courage, d'écoute et de sagesse. Et si on mettait un peu nos égos de côté pour voir qu'il y a des gens autour de nous, pour prendre des responsabilités, construire un avenir stable pour notre entourage, galérer mais ne pas abandonner ou s'offusquer face à la moindre contrariété. Alors ne me dites plus, vous les gens de gauche. Mais en humanité adulte, disons simplement, nous.